On rit parce que je suis pas tout seul. Godefroy Larando! Bonjour, mon sacré Fred. Épisode 6, chez vous. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans les Luxus Studios. Oui. Qui sont, dans le fond, ils se font désinfecter. Ben oui. D'une certaine façon, ouais. Mais c'est ça, c'était pas possible. C'était pas possible d'enregistrer. Mais là, c'est ça, je me suis équipé, puis j'en ai parlé, je pense un peu l'épisode dernier, puis je n'ai parlé dans l'épisode du festival de Rouen. C'est le deuxième épisode de la semaine. Oui, c'est fou. Vous avez jamais été aussi portatif, Fred. C'est ça qui se voilà. passe. Alors, on a un petit enregistreuse que j'ai amené. Fait que c'est magique. Oui. Quelle belle époque. J'ai peine à croire qu'on enregistre pour vrai. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans un délire et que là, je parle pour absolument rien. Non. Puis que samedi, les gens vont me dire, il n'y a pas d'émission? Non. Ah non, les gens n'arrêtent pas de dire quand est-ce qu'on entend God, quand est-ce qu'on entend God. Il faudrait pas que... Le voici. Il faudrait pas que ça ne fonctionne pas. Et là, je suis chez moi, Fred. Oui, Les seules fois où j'étais chez nous, on était en pleine pandémie. Voilà. Alors que maintenant, elle est complètement terminée. Oui. Et, vous savez qu'elle n'est pas terminée du tout, Godefroy, parce que normalement, on aurait dû être dans un studio aujourd'hui pour enregistrer. Oui. Et cette personne-là ne pouvait plus nous accueillir. Parce qu'elle a la COVID. Et voilà. Bon, alors, un petit rappel pour les gens à la maison. Elle n'est pas terminée. Faites attention, voilà. Comme dit mon bon ami Michael Osterholm, le spécialiste du Sid Rap, c'est pas parce qu'on a vraiment envie que ce soit fini que c'est terminé. Voilà. Ouais. Alors, Godefroy, notre nouveau rendez-vous mensuel, le premier samedi de chaque mois. Quel bonheur de savoir que je vais être là, mon Fred. Oui. Et ça m'a permis de préparer une chronique un peu différente. Ah! Oui. OK. Et on va voir ce que ça va donner. Le prochain rendez-vous est en décembre. Oui. Déjà, on le sait. Alors, j'ai déjà ma liste de cadeaux. Je prépare des choses comme ça. Il y aura de la rétroaction. Ah oui. De notre public? Oui. Ah, excellent. Il pourrait vous ajuster. C'est ce qu'on aime. Ou pas. Non, j'aime bien m'ajuster. Est-ce que le public peut bien nous écrire quand les messages se rendent jusqu'à moi? Parce que des fois, vous les gardez pour vous. Non, j'en envoie souvent quand même. Ah, j'en ai souvent. J'imagine que les gens vous écrivent directement maintenant. Oui, mais pas souvent. Je vais en parler un peu tantôt d'ailleurs, parce que ça fait partie de la richesse de ce projet-là. Mais Fred, avant de commencer, je dois glisser un petit mot. Je pense avoir été victime de représailles. Ah oui? Du devoir. Non. Absolument. J'ai arrêté de recevoir mon devoir pendant plus qu'une semaine. Ah. Mystérieusement. Juste après l'épisode où vous avez dit « Je ne suis plus abonné au devoir pour telle et telle raison ». Ça serait étonnant. Et je pense avoir vu Christian Rioux qui courait sous un avion. Avec une baguette sous le bras? Absolument. Oui. Non, Fred... mais il y a des problèmes de livraison, il paraît. Oui, en fait j'ai fait mon SMAT. J'ai appelé, puis ils m'ont dit malaise cardiaque du camelot. Oh là là! Soudainement, c'est moins comique. Oui, j'avoue. Un peu moins. Oui. Mais il est revenu. Il est là. Et puis donc, j'ai recommencé à recevoir mon devoir. Il n'est pas avec nous. Ce n'était pas un plan de Christian Rioux pour vous faire payer. Mais d'ailleurs, je me suis éloigné de mes sources habituelles, Fred. Justement, j'avais la volonté pour cette chronique-ci de sortir un peu de mon obsession, malgré moi, de l'environnement, des choses qui puent, des gaz à effet de serre, du dérèglement climatique, qui sont des sujets qui... à la fois me choquent et m'intéressent, puis rejoignent ce que je connais, moi, de la biologie. Et donc, j'ai vraiment fait un effort pour me distancier de ça. Et étrangement, ce que ça a fait, Fred, c'est ce que je vous ai écrit quand je vous ai parlé de mon plan, ça nous fait un spécial États-Unis. États-Unis! Et c'est pas forcément à cause des élections. Mais c'est le fun, ça? Oui, c'est le fun. Certains, on aura une rétroaction, c'est ce que j'ai bien compris. Oui. Mais Fred, au moment où nos auditeurs écoutent ce balado, en fait, au moment où ça sort... Les Américains sont en train de voter. Ce sont les midterms. Ça se passe dimanche. Les fameuses midterms. Oui, donc les élections de mi-mandat. Donc, on commence avec une citation d'un auteur américain, Fred. Et c'est pas moi qui l'ai trouvé, cette citation. Ça a été recueilli dans une balado américaine que j'écoute souvent, qui s'appelle Freakonomics Radio. C'est une citation de Scott F. Fitzgerald. Et c'est moi qui l'ai traduite, donc peut-être qu'on va me dire « T'as rien compris, bozo », mais ce que je la traduis comme ceci: le défi d'une intelligence supérieure, c'est l'habilité de considérer en même temps deux idées opposées, tout en gardant la capacité de fonctionner. Ah, mais ça, c'est une semaine normale chez vous, ça? C'est absolument... ça a été... Je pense que ça remonte à André. André Laurando. Ah oui. D'ailleurs, j'aurais pu faire valoir ça au devoir, c'est vrai, tabarouette. Je l'aurais même pas dit. Vous oubliez que vous êtes le petit-fils d'André Laurando. Une chance que vous êtes là pour me le rappeler. Fred, des amis futés, plus futés que moi, m'ont fait remarquer que ça nous ramenait, cette idée-là de Fitzgerald, à quelque chose de beaucoup plus ancien, qui est la dialectique. Tout simplement, de la thèse et de l'antithèse. Moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est surtout que c'était des pré-socratiques, finalement. Donc, ça commence à faire un petit bout que l'idée fait son chemin.
Le principe de base, par contre, c'est de continuer à être fonctionnel. Hein, quand les deux idées s'opposent, malgré tout, d'arriver à gérer. Et j'avais un exemple pour vous. Par exemple, on lit le livre de Philippe de Grosbois, Oui. La collision des récits. Oui, mais je vous l'ai suggéré Ben oui, mais fortement, Fred, comme je fais à tout le monde. Je ne l'ai pas terminé, Fred. Non, On ouais. l'a donné à mon père. Et c'est effectivement un livre vraiment intéressant, particulièrement sa récapitulation de l'histoire du journalisme, où on comprend que... Allez, lisez ça si vous ne l'avez pas déjà lu, vraiment. On comprend que dès le début, c'est les gens de pub qui ont créé le métier de journaliste. Et qu'il y a eu une espèce de vague à un moment donné quand c'est devenu payant finalement de juste écrire des journaux et que ça dépendait seulement du tirage, ben là, il y a eu une vague du journalisme positiviste qui était voici la vérité. Voici vraiment une recherche là, de neutralité. Et là, on a dérivé par la suite à cause de l'importance des commanditaires, d'où l'importance, Fred, d'avoir de temps en temps des projets indépendants, sans publicité. Sans aucune publicité. J'en ai un autre d'ailleurs à vous suggérer tout à l'heure. Mais donc, thèse, antithèse, lire Philippe de Grosbois et son fameux livre et continuer à essayer de s'informer en lisant les journaux et en essayant de garder un certain équilibre. Pas facile. Pas facile. Pas facile. Avec des enfants, au travers de ça. Les enfants nous aident à nous grounder, à être plus dans notre corps. Mais si on veut essayer de comprendre l'actualité, on aime bien se dire, ce que je suis en train de lire, c'est plutôt factuel. Mais quand un enfant vous réveille très tôt le matin, ah oui, ça c'est les et problèmes. parsème votre quotidien de cris stridents, oui, vous ne trouvez pas que parfois c'est difficile de se concentrer sur l'actualité? Je vais dire, comme on disait à l'époque, Fred, où on faisait du téléphone ensemble, je vous comprends, monsieur. C'est pas facile, hein, un enfant qui nous réveille, qui crie. Un enfant, ça vous décroche un rêve. Oui, et ça vous Et un tympan aussi. Et un tympan, exactement. On a les mêmes références. Fred, une autre situation, là, thèse, antithèse, là, que j'ai pris là, vraiment n'importe où, considérer quitter son emploi. Ah! Par exemple, mettons... C'est votre quotidien, ça aussi? Un milieu social. Ben, c'est mon quotidien de plus en plus. Attention, faut pas que je révèle des choses personnelles qu'on dit avant de peser sur record. Fred, considérer quitter son emploi parce qu'on doute vraiment d'être la bonne personne pour l'accomplir. C'est des choses qui arrivent. Ah oui, ça mais en même temps, considérer une autre thèse qui est celle qui, peut-être qu'on pense quitter simplement suite à des mécanismes de défense qui nous habitent. Et que finalement, on pourrait prendre une mauvaise décision en quittant. Et donc, on continue en jonglant avec ça. Et c'est là qu'on se rappelle l'idée générale qui est de continuer à fonctionner. Malgré les tensions. Oui, et c'est là qu'est tout le défi. En ce moment, c'est de continuer à fonctionner en jonglant avec ses idées. Une chance qu'il y a, Frédéric, la balado. Oui. Hein, pour me grounder. C'est une belle soupape, ça. Oui, puis j'ai une date maintenant fixe. C'est vrai. Alors, je suis capable de planifier, de m'engager. Hein, on apprend à s'engager dans la vie. Ces temps-ci, j'apprends beaucoup ça, Fred, de m'engager. Et parlant de chercher l'équilibre et le calme, alors il faut que je vous parle, Fred, d'une découverte, d'un balado. J'ai un petit... vous êtes un balado, vous. Quand je parle pas de la balado, oui. Ah, c'est intéressant. C'est exactement ça que je fais. compris. Oui. Fait que quand j'écris sur Facebook ou sur Twitter, j'écris la balado a fait telle chose, tout le monde sait ce que c'est, surtout L majuscule. Là, si je parle d'un vulgaire podcast, là, par exemple, du Daily, je vais dire un balado ou un podcast. Et donc, j'ai honte, Fred, mais ce podcast-là, c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Mais c'est bien le fun. Oui. Mais quand tu considères Votre père qui n'est plus une jeunesse. Non. Pas une jeunesse, c'est pour... On fait attention parce qu'il nous écoute. Oui, mais il nous écoute, mais il n'y a pas de chance. Mais... Écoute, il nous écoute si tout va bien. Sinon, il a essayé, puis finalement, il s'est ramassé sur Safari, puis il est complètement confus. C'est pour ça que ça m'étonne. Oui. Thèse, antithèse, encore une fois. Mais connaissez-vous, Fred, un homme qui s'appelle Sam Harris? Oui, j'ai entendu parler. C'est vrai? Oui, il y a 3 ans, on m'a dit tu devrais écouter Sam Harris on vous a dit quand ça. Je méditais. Ah! Je pense qu'il y a beaucoup fait la promotion de la méditation, de la pleine conscience. Il le fait encore. Ouais. Il y a une application que j'ai découvert après, qui est une application de pleine conscience, de méditation assistée. Avec ma voix. Tout à fait. On se concentre sur le souffle. Tout va bien. On prend du recul. On ne pense pas à M. Legault. Mon oncle Savard et ça. Tout est OK. Tout va bien aller. Moi, je pense que ça a du potentiel. Moi, je pourrais faire ça avec ma petite voix douce. C'est vrai. Puis je connais l'anxiété. Je vous sens très zen ces temps-ci. Je suis assez zen. Oui, OK. On continue. Oui. Donc, Fred, je n'avais aucune idée à quoi m'attendre. Hein? Considérant que ça venait de mon père, je me dis que ça doit être une affaire de baby boomers
ou encore tout simplement André Laurando qui parle. Mais non, j'ai commencé à l'écouter avec l'extrait que j'ai choisi, qui est le premier extrait, Fred. Oui. Alors, M. Harris, on l'attrape, là, il fait un portrait en début d'émission. C'est une émission où il expliquait qu'il a lâché l'école au high school américain. Lui, il est dans la cinquantaine, c'est un gars plutôt de la côte ouest, il est écrivain, il a enseigné à Los Angeles, il a fait des études universitaires assez poussées, s'est rendu au post-doctorat en neurosciences. Il a enseigné à Stanford. Et aussi, il a toujours été fasciné justement par la conscience. Donc, qu'est-ce qui est notre outil principal pour appréhender la réalité? Il a fait des séjours en Inde, s'intéressait à... Il a fait des thérapies de silence qui ont duré des semaines, plusieurs fois. Il a pris des psychédéliques aussi, c'est ça pourquoi... Ce qu'on a fait aussi? Pas beaucoup, mais il y a déjà eu des époques, c'est vrai. Mais donc, toujours fasciné par ça. Puis là, il explique justement dans l'extrait que je vous ai choisi où il est rendu maintenant, comment il est arrivé là. So eventually I went back to school, where perhaps unsurprisingly I majored in philosophy. And because I was still fascinated by the core questions of the mind and its connection to reality at large, I then did a PhD in neuroscience. However, just as I was beginning my doctoral research, studying belief, disbelief, and uncertainty, September 11th happened. And because I had spent the previous decade deeply immersed in religious literature, my concerns about the threat of fundamentalism were already very well formed. Extrait costaud. Extrait costaud, mais il y a une voix c'est exactement ça, frère. apaisante. Il y a une voix très apaisante. Alors moi, j'écoute ça sans aucun préavis. J'ai aucune idée à qui j'ai affaire et je me dis, mon Dieu, ce gars-là devrait faire de la méditation assistée. Il devrait faire des cassettes de méditation, des extraits de méditation et je me rends compte beaucoup plus tard que c'est ça qu'il fait. En fait. Et donc, c'est son intérêt principal et donc, et son débit. Oui. Et il est tellement clair, ce gars-là. Moi, peu importe l'extrait que j'ai essayé de vous découper pour vous l'amener ici aujourd'hui, j'étais incapable d'arrêter. Donc, c'est quelqu'un qui est captivant, mais sans être très vivant dans son ton. Donc, il est très, très modéré. Ouais. Et pourtant, ce que je découvre en écoutant un autre extrait tout de suite après, sans savoir ce que je cherche, c'est qu'il peut être, sur le même ton, un peu différent. Biden appears unfit for office. Whether he's actually senile, I don't know. But he simply can't communicate the way the president needs to. I mean, you watch these speeches and interviews and press conferences. Every sentence is a death-defying feat. It's like watching your mom do parkour. You're just waiting for the worst thing that has ever happened every fucking second. And he is totally unfit to run again in 2024. Et voilà, il nous parlait de Joe Biden. Ah oui! Il dit au début Biden. Et donc, écoute, qu'est-ce qu'il disait là pour les gens qui sont... Le ton, déjà le ton, on ne peut pas vous imaginer ce qu'il raconte. Il dit Biden, je ne sais pas s'il est sénile, mais il est complètement inapte à revenir en 2024. C'est comme regarder sa mère faire du parkour. Du parkour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une espèce de sport extrême, des gens qui sautent d'un édifice à l'autre en faisant des roulades. Sur le mobilier urbain. Complètement dangereux. Ça n'a pas de sens. Donc, regarder sa mère faire ça, c'est un peu inquiétant. Et donc, et il dit every fucking time. Et moi, ça me sidère un peu ça d'avoir ce punch. Donc, c'est un polémiste aussi. Et lui, son plaisir, c'est d'inviter des gens très articulés, qui ont un propos, qui ne sont pas d'accord avec sa vision à lui, et justement de mettre en pratique thèse, antithèse pour notre bon plaisir. Et de temps en temps, il va inviter des auteurs, un peu comme vous, Fred, ça me fait vraiment penser à vous. Sauf que moi, j'invite pas des gens... Exactement. Dont je ne suis pas d'accord avec leurs propos, ou peut-être je pourrais le faire plus, mais on dirait que j'ai une réticence, puis je trouve que j'aime mieux inviter des gens pour que, après ça, les auditeurs et les auditrices aillent acheter les livres, que je trouve qu'il y a un piège. Lui, il va de temps en temps. Et il va éviter, lui, il est plutôt de gauche, plutôt bleu, mais en même temps, il va blaster complètement Biden. Il va aussi, il va inviter, par exemple, un pasteur républicain pour lui parler de son parcours. Donc, c'est pour ça que je l'écoute. Et il fait des recommandations de livres aussi. Et comme vous, interview des auteurs. Et comme vous, il est indépendant complètement Et d'ailleurs... À part pour mes déplacements, je remercie Communauto. Communauto. Et pour l'instant, donc, ça va bien. Oui. On sent pas trop les conséquences. Non, ils n'interviennent pas dans le contenu. L'idéal, c'est d'être transparent, de toute façon. Voilà. Et donc, qui sommes-nous pour affirmer être neutre de toute façon? C'est vrai. Hein? Alors, Sam Harris, son podcast s'appelle Making Sense. Oui. Et vraiment, je vais mettre un lien sur la page Facebook, je vais le faire. Des fois, les gens m'ont reproché récemment. Il arrive qu'on le fasse pas. Oui.
Mais l'essentiel est là, Fred, c'est une grande gueule qui s'intéresse à des idées, qui invite des gens parfois qui poursuivent ses sujets de recherche à lui, la conscience, les neurosciences, etc. Mais aussi parfois, comme je disais, des gens complètement différents. Et donc, si jamais vous l'écoutez, donnez-nous des nouvelles. Et si vous avez envie que Fred invite des gens avec qui il n'est pas d'accord, mais pas des gens avec qui on va se battre, Fred. C'est pas ça du tout. Mais non. C'est d'ouvrir le dialogue pour défaire un tout petit peu le silo sans que... En fait, savez-vous quoi? C'est que je trouve ça difficile trouver le bon interlocuteur. D'inviter des gens qui pensent pas comme moi parce que c'est toutes des caves. Oui. Et parlant de toutes des caves, ça vous me permettez de faire un beau lien, Fred. Biden, au moment où, en ce moment, il doit stresser parce que les midterms sont en cours, moi, j'ai découvert quelque chose. C'est très, très facile. Tous les gens qui ont essayé de coller une image populaire à Biden, ça ne marche jamais. Alors que Trump, on peut produire un logo de lui qui surfe sur un aigle. On va le voir tout de suite, oui. Et ça va passer... Sur un aigle? Un aigle, okay. Ben oui, un aigle. Ou un lion, c'est pas important. Ça finit toujours par être cool. Oui. Même si on est nous, on l'a mis pour rire de lui. Il y a toujours quelqu'un de son côté qui va trouver que ça a du sens. On dirait que tout colle, alors que Biden, il n'y a rien qui marche. Il y a des affaires qui marchent, c'est quand il a l'air con. Et donc, il y a une histoire hilarante qui date de 2021. Et donc, je ne m'intéresse pas tant que ça à la politique américaine. Et ça m'a semblé assez comique. Est-ce que vous savez qu'il existe un langage secret pour envoyer chier le président des États-Unis et tu peux faire ça en onde, n'importe où, et ça passe comme rien? Non, je ne savais pas. Eh bien... il y avait une mode après le retrait d'Afghanistan, un moment où il y a eu un bon creux pour Biden à ce moment-là, il y en a eu quelques-uns. Dans le foot collégial, dans la foule, on pouvait souvent entendre un bon vieil hymne qui sonne comme ceci. « Fuck Joe Biden, clap, 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 clap ». Comme si on disait, par exemple, pour qu'on comprenne bien, « Grosse marde, le go, clap, 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 clap ». Et donc, ça a été accéléré par les réseaux sociaux. Dans les matchs de foot collégial. Et donc, ça a passé pendant certaines semaines, et jusqu'au point où ça se passait partout. Et là, il y a un jeune gagnant d'une course NASCAR dont on se fout, mais vraiment beaucoup, mais qui s'appelait Brandon Brown. C'est important dans l'histoire. Passé en entrevue à NBC tout de suite après la course. Et là, la foule en arrière-plan crie de toute évidence « Fuck Joe Biden ». On entend les thermos de bière quasiment qui se secouent. Et la reporter qui parle aux jeunes, elle donne un peu de temps à la foule pour dire « On les entend crier », puis elle entend clairement Joe Biden, puis elle transforme la phrase par un malaise ou par déni en direct. Ça vaut la peine d'entendre ça. All of our partners, oh my God, it's just such an unbelievable moment. Brandon, you also told me, as you can hear the chants from the crowd, let's go, Brandon. Brandon, you told me you were going to kind of hang back those first two stages and just watch and look. Voilà, let's go, Brandon. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Let's go, Brandon. Non, ça a fait le tour des États-Unis. Fait que dans le fond, n'importe quel président, n'importe quel chef d'entreprise pouvait se mettre une casquette Let's go, Brandon. Et ça voulait dire fuck Joe Biden. Est-ce que c'est drôle ou c'est pas drôle? C'est extrêmement drôle. Il y avait des gens, par exemple, dans un aéroport à Los Angeles qui pouvaient, entre deux avions annoncés en retard, pouvaient dire « By the way, let's go, Brandon! » Let's go, Brandon! Puis là, t'as des gens qui étaient bien fiers de ça puis qui le remettaient sur les réseaux sociaux. Très, très facile dans les médias de rire de celui qu'on appelle Sleepy Joe. Oui. C'est son petit nom. Donc, ça a été repris partout. Et puis, je vous épargne la série de mèmes qui sont sortis. Il y en a un, par contre, qui a été inversé. C'est devenu Dark Brandon. Et là, ça a été repris à la saveur pour Joe Biden. Pour lui, c'est une espèce de bonhomme un peu Marvel avec des yeux en laser. Ça, c'est associé au le petit moment où Joe Biden a réussi à passer des paquets économiques cet été. Et ça a collé. Le Brandon c'est la seule image positive qui est restée sur le web de Biden. Captivant. Vous avez pensé pas, je dis Joe Brandon? Ça s'en vient. Et ceci dit, let's go, Brandon. Let's go, Brandon. Ça nous en prendrait un au Québec aussi, ce serait drôle. Oui. Et donc, ce gars-là, Joe Biden en ce moment, avec toute la misère qu'il peut y avoir, je pourrais pas moi non plus dire si est sénile ou pas. Il n'a pas l'air vigoureux. Hein? Pas l'air vigoureux, mais Fred, je connais si peu la politique américaine, j'irais pas. C'est un vieux monsieur, ça c'est clair. Mais tu sais, Trump est vigoureux. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Quelqu'un de vigoureux, c'est pas vraiment ça. Non. Mais donc, il rejoue, si j'écoute le fameux podcast français Affaires étrangères, que j'écoute souvent, il y avait un spécial sur les midterms de la semaine passée, et on soulignait que en ce moment, le budget publicitaire des midterms a dépassé
pour la première fois les budgets publicitaires des élections présidentielles et que ça souligne toute l'importance. Et en plus, ce sont les mêmes protagonistes. C'est encore une fois Trump-Biden. Et dans la tradition américaine, là, pendant les élections de mi-mandat, qui sont pas où on ne choisit pas le président, on peut juste élire d'autres sections, si on veut, des politiciens américains. Généralement, le président mange une claque. C'est la tradition. Ouais. Presque toujours. C'est le moment où on peut dire, OK, je pensais que cool. Obama, ça allait être drôle, finalement. Je me rends compte que je suis raciste. Je décide de voter autrement en 2010. Et notoirement, on parle d'un laminage de Obama en 2010. J'ai entendu ce mot-là un peu partout. Lui-même disait qu'il ne se souhaitait à personne de se faire chalaquer comme ça aux midterms. Donc, c'est 9,9 milliards de dollars investis en publicité. C'est complètement fou. Et un podcast vraiment... On rappelle que le journalisme est né de gens qui faisaient de la publicité. Et oui. Je ne veux pas faire de lien. Quand on sait ça, quand même. Oui, et puis justement, Fred, moi, le journalisme que j'écoute, que je lis, c'est du journaliste qui a un billet bleu. Là. Aux États américains, c'est un billet de démocrate, plutôt à gauche. Le New York Times, le Guardian de l'autre côté de l'Atlantique. Et justement, le New York Times... Je dis, c'est pas grave. C'est-à-dire que... Faut le savoir. Non, mais quand on lit Philippe de Grosbois, il dit à un moment donné dans son essai, ça serait peut-être plus simple qu'on arrête de mettre la neutralité journalistique comme une valeur suprême et juste dire où on loge quand on est journaliste. Oui. Puis c'est pas plus grave. Oui. Et donc, nous sommes commandités par Communauté. Voilà. Très important. Fred, le New York Times a sorti, à part son podcast quotidien du Daily que j'écoute régulièrement, qui n'est pas toujours aussi bon, mais un podcast sur les élections américaines de mi-mandat qui s'appelle The Run-Up. Ça, je l'ai fait découvrir à mon père, qui est plus le chemin normal. Des épisodes de 30-40 minutes sur seulement un État. Par exemple... 45 minutes sur l'implication d'une petite compagnie de téléphone local qui est genre quelque chose comme Christian Phone, qui est une compagnie aux valeurs très, très conservatrices et qui ont décidé, pour investir en publicité, plutôt que d'investir dans les grandes élections, ils ont investi dans les élections scolaires, l'équivalent des commissions scolaires, et ils ont une influence ridicule dans l'état où ils se sont installés. On ne pourrait pas soupçonner ça. Un autre épisode de 45 minutes sur le gerrymandering, le redéploiement des cartes à l'avantage, un vrai problème. Puis là, on le comprend bien pour certains États. On comprend que les républicains, dans ce cas-là, c'est ça qu'on nous explique, travaillent certains dossiers depuis 15 ans. Et de se rendre compte de tout... Bref, beaucoup de profondeur. Très intéressant. The Run-Up. On va mettre le lien. On va essayer de mettre le lien. Et puis là, l'histoire là-dedans, c'est que je ne veux pas aller vous résumer en détail. C'est ça que je fais souvent, j'approfondis beaucoup. Là, j'avais pas envie. Mais il y a quand même des idées maîtresses qui ressortent. Et là, nos amis de la chaire Raoul Dandurand m'excuseront. Mais je vais quand même essayer de faire un petit résumé. Okay, Fred? Moi, ce que je comprends, c'est que dans le fond, les démocrates de Joe Biden ont eu une heure de gloire ce printemps et cet été. On s'attendait à se faire laminer maintenant. On le voyait venir. Et là, arrive le cataclysme Roe versus Wade qui est rejeté. Donc, fin de la protection fédérale de l'avortement aux États-Unis. Et là, il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui ont réalisé, entre autres, que l'institution la plus célèbre aux États-Unis, la Cour suprême, était rendue complètement un outil politique. Ça devenait tellement évident à ce moment-là. Et c'est comme si la pensée républicaine a dépassé un peu l'électorat républicain. Et là, il y a eu un backlash. Et dans les sondages qui sortaient, on voyait des gains pour les démocrates, alors que ce n'est pas du tout la tendance aux midterms. Ce qui s'est passé depuis, c'est que ce dossier-là a légèrement pris du recul, a reculé un peu dans les nouvelles. Et qu'est-ce qui ressort maintenant? C'est des dossiers beaucoup plus faciles à mousser pour les républicains. La peur, la violence dans les villes, la violence armée, l'inflation, le prix du gaz. On dirait une campagne de la CAQ. Le prix du gaz. Et tant qu'à parler de ça, j'utilise un article que j'ai trouvé dans The Atlantic du 19 octobre d'un certain Robinson Meyer. Je ne peux pas dire si c'est quelqu'un de crédible. Je ne le connais pas. Je ne le lis pas régulièrement, mais très, très intéressant parce qu'il s'intéressait et résumait un peu une idée très, très simple que je n'avais jamais entendue, mais quand on y pense, c'est évident. On pourrait faire une corrélation entre le prix de l'essence et la popularité du gouvernement en place, tout simplement. Alors, évidemment, il y a des exceptions, c'est certain. Alors, si on pense, par exemple, à cet automne, l'automne 2021, alors qu'il se faisait dire « Let's go Brandon », sortait d'Afghanistan, le prix de l'essence montait déjà, sa popularité était extrêmement basse, guerre en Ukraine qui se déclenche, le prix de l'essence part en flèche, menace d'inflation, et là, vraiment, c'est son plancher au début de la guerre en Ukraine, c'est le pire du pire. Et après ça, Roe versus Wade,
qui est rejeté. Et donc, là, les démocrates sont galvanisés. Ensuite, les prix de l'essence se mettent à rebaisser. Ah, ouais. Et on se dit pourquoi? Et c'est à ce moment-là que l'équipe de Joe Biden ont réussi à passer leurs 2 gros paquets législatifs. Ouais. Et donc, on pourrait dire que c'est seulement les prix de l'essence, finalement, et non pas d'autres éléments qui font... C'est peut-être pas vrai, là. Non, mais on lit en même il y a temps une que c'est corrélation. simpliste, mais il y en a une. Même, Fred, Joe Biden a tout fait pour aller... il est même allé... Tu fais pour faire baisser le prix de l'essence? Oui, mais oui, ils ont ouvert les Ça veut dire valves. que n'importe quel gouvernement au pouvoir va profiter d'une baisse Ben du oui. prix de l'essence. Absolument. Ben oui. Et il va faire tout ce qu'il peut pour, près des midterms, arriver à un truc du même genre. On a ouvert les valves de la réserve de pétrole américaine. Donc, on a libéré, je crois que c'est 600 000 barils par jour ou un truc du genre, pour augmenter l'offre, faire baisser les prix. Il est même allé cogner à la porte de quelqu'un qui avait traité de paria pendant les élections. Ouais. J'ai nommé le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Pour certains, c'est un truc extrêmement honteux. C'est-à-dire d'aller jaser avec un tueur, finalement, notoire, Le journaliste, après avoir entre dit... Oui. Khashoggi, Oui. et donc un journaliste Et qui américain. détient toujours Raif Badawi. Ben non, il ne le détient pas, mais Raif Badawi ne peut plus sortir d'Arabie Saoudite. Il s'est rendu en Arabie Saoudite alors qu'il avait dit qu'il traiterait ce Ben Salman Comme un paria. Comme un paria. Il Ouais. l'avait dit et donc il a pilé sur son orgueil. Mais pourquoi? Pourquoi, Fred? Pour être élu, sans doute. Pour Non, mais pour aller voir, pour lui dire, pouvez-vous augmenter votre production Ah, de pétrole oui, voilà. pour augmenter l'offre? oui, On n'a pas eu la pour réponse. faire baisser le prix. Oui, mais finalement, cet automne, ce qui est arrivé, l'OPEP a fait l'inverse. Donc, ils ont dit non, il y a une récession qui s'en vient, on veut protéger Nos le réserves. prix de l'or noir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la production, on baisse la demande en vue peut-être d'une récession puis d'une baisse. On fait baisser l'offre. Oui. Et on anticipe une baisse de la demande liée à la récession. Et là, ce qu'on lit dans cet article-là, Fred, c'est que toutes ces tractations de Joe Biden sont peut-être pas grand-chose comparées à la politique chinoise contre la COVID. Et que ce serait des politiques chinoises internes là-bas qui auraient eu plus d'impact sur le prix du pétrole à la pompe aux États-Unis et partout dans le monde. Comment est-ce que c'est possible, Fred? Vous rappelez-vous de notre admiration pour la politique zéro COVID en Australie? Oui. Hein? On se Vous en disait... avez parlé. Ben oui, mais on était pas mal d'accord. On se disait comment ça se fait qu'eux autres sont capables de gérer ça au maximum. Ils avaient des tournois de tennis, eux autres, 6 mois avant nous autres, parce qu'ils n'avaient pas de cas de COVID. Et tous ces pays-là, Nouvelle-Zélande, la Chine aussi, la plupart ont complètement laissé tomber. Pourquoi? Pourquoi ça a changé? Il y a une raison. Omicron, Fred. Ah oui. Beaucoup trop contagieux. Ah Rappelez-vous, ouais, là, ouais. entre le moment où on l'a détecté en Afrique du Sud puis le moment où on était tout en train de tousser, il s'est passé comme 2-3 semaines, 4 semaines, 1 mois. C'était l'affaire la plus contagieuse que la COVID avait jamais mis sur la table. Et donc, s'imaginer arrêter ce virus-là au complet, c'était comme décider essayer d'arrêter le vent. Et c'était pas possible. Et donc, tout le monde a lâché, sauf la Chine. Et la Chine, encore aujourd'hui, n'a jamais cessé ses mesures drastiques, ferme encore, en ce moment, une affaire comme 26 districts sur une trentaine. Il y a des villes fermées, il y a des centaines de millions de personnes qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Ça se fait jamais dans la bonne humeur, c'est clair et net. Et ce que ça fait, Fred, c'est que tu as des pans complets de l'industrie chinoise qui s'arrêtent. Et la Chine, là, c'est pas une petite région. Là. Ça veut dire que cet élément-là fait que la demande en pétrole mondiale a baissé. Ah. Il y a un spécialiste qui était cité, qui s'appelle Rory Johnson, que je ne connais pas évidemment encore une fois. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'il s'attendait avec la guerre en Ukraine à voir disparaître 3 millions de barils à cause de la Russie. Et c'est pas arrivé. La Russie a réussi à maintenir. C'est un expert qui fait des erreurs. Bon. Qu'est-ce que vous allez dire, Fred? Oui. On n'a pas le droit de faire des erreurs? Oui. Faites votre montage. Ou pas. Il n'a pas des erreurs. Fred, J'ai jamais dit que je suis un expert en montage. Voilà. Mais donc, Fred, 3 millions de barils, on s'attendait à ce que ce soit donc que l'offre baisse, que le prix monte. Et non seulement la Russie n'a pas baissé son offre, à ce moment-là même, la Chine, avec les circonstances dont je vous parle, fait baisser sa demande à elle de 2 millions. Et donc, c'est comme si soudainement 5 millions de barils par jour apparaissaient sur le marché, sur un marché mondial de combien de barils par jour? C'est ça que j'étais en train de me dire ça. On n'a aucune idée. J'ai aucune idée de ce que ça représente, en fait. 100 millions. La production mondiale par jour, c'est 100 millions. OK. Et là, c'est 5 millions par jour qui vient d'apparaître à cause de ces deux éléments-là. Excellent pour le prix du pétrole, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc, la politique chinoise zéro COVID a permis, peut-être, à Biden un petit sursis de popularité cet été
qui lui a permis de passer 2 gros paquets. Et ces 2 gros paquets-là ont principalement comme objectif, Fred, et c'est un des éléments qui a fait convaincre les républicains de signer puis de jouer le jeu pour ces 2 projets-là seulement. Pas de faire baisser le prix du gaz. Non, mais de se battre contre la Chine économiquement. Ah! Quelle ironie! Bonne chance, oui. Et comme disent, j'aimerais ça avoir une citation en mandarin, comme disent les Chinois, mais je peux pas. Non, faut pas faire ça. Mais Fred, c'est quelle ironie de savoir que tous ces efforts chinois pour Mais contrôler oui. une maladie, qui c'est sans doute pas une très bonne idée non plus d'essayer de faire du zéro COVID, d'être le seul au monde, impact sur le gaz, permet aux États-Unis de sortir la tête de l'eau puis de voter 2 trucs qui visent à affaiblir la Chine, notamment sur les semi-conducteurs. Incroyable. Ouais. Et fait, Vraiment? j'en ai pas parlé, Fred, mais tout ce qu'on entend quand on écoute sur les États-Unis, c'est le clivage. Le clivage, c'est 2 réalités en ce moment aux États-Unis qui ne se côtoient pas. Il y a une partie des gens qui se parlent, mais Le clivage, le clivage républicain, démocrate, avec des figures aussi polarisantes que Biden. Biden est polarisant, même dans, je ne savais pas, il est polarisant même chez les démocrates. Ouais, c'est fou. Parce que pour lui, il est pas du tout, pour certains, il n'est pas du tout assez à gauche. Bref, il y a un potentiel d'explosion aux États-Unis parce que les gens ne se parlent plus et vivent dans 2 réalités parallèles. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant. Et quand je vous écoutais parler il y a quelques semaines avec Philippe de Grosbois, justement, parler de l'angle, de la visibilité qu'on donne aux partis de droite au Québec, veut pas, on ne va pas dramatiser, on ne sera pas du jour au lendemain dans la même situation qu'aux États-Unis, mais on ne veut pas se rendre là. On veut pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Fred? Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut faire un peu comme Sam Harris. Lui, il est très polémiste. Et je suis convaincu. Il y a plein de monde qui ne veulent pas aller à son émission. Alors, mais ceux qui vont accepter de venir, c'est ceux qui sont capables de dialoguer. C'est un peu ça l'idée. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est l'invitation au dialogue. Oui. Oui, mais en même temps, il est radical aussi. Si vous l'écoutez, vous allez voir. Mais pas autant que Joe Rogan. Non, pas du tout. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a beaucoup. Sa pensée est tellement structurée. Il y a une ligne mince entre ouvrir le dialogue et tendre la main et faire du clickbait. Sans doute. Ouais. Sans doute, mais est-ce que je pense pas qu'on est là. Ici, on n'est pas là-dedans du tout. Non. Et donc, forcément, ça me ramène à nous, à vous, avec votre projet, dont je fais partie. Mais je me dis, c'est encore une fois une grande gueule, c'est vous, qui ne s'appuie pas sur des commanditaires, qui a un public qui sait à quoi s'attendre. Et donc, même si un jour vous dites quelque chose sur Twitter et que vous vous faites ramasser, je ne crois pas que les gens qui vous suivent, Fred, à la balado, vont vous canceller. Non, puis vous savez qu'il y a souvent des gens, c'est pas la majorité, mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont pas d'accord avec moi. Ben, c'est bien ça. Et qui supportent financièrement la balado. Mais ça, c'est impressionnant. Faut pas juste écouter, ils payent. Oui. Parce qu'ils sont stimulés par les invités, par les chroniqueurs. Et voilà. Ça, c'est très cool. Fred, j'ai reçu un message d'un auditeur, justement, un certain Ismaël, qui me disait là, Godefroy t'a dit quelque chose vraiment qui m'a fait réagir. Okay. Et je lui ai répondu. Et il m'a dit, écoute, je te réponds pas tout de suite, mais j'ai besoin de te dire 2-3 affaires si tu as le temps. J'ai dit, bien sûr, vas-y. Ben oui. Il m'a répondu. Je suis tombé dans un chaos absolu après, pas à cause de lui. Je vais lui répondre. Mais ce gars-là prend la peine de m'écrire pour me dire... en passant, je suis plutôt d'accord avec le fond de ce que tu as dit. Oui. C'est juste que ta manière de l'amener, je trouvais ça tendancieux. Voici pourquoi, tac, 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 tac. Est-ce que je peux demander quelque chose de plus, moi, Fred? Je pense pas. Non. Je pense pas. Non. À part, peut-être, laisser tomber quelque chose que je présentais au début, c'est-à-dire une espèce d'aura de... J'essayais de me draper. Je me rappelle, Manal Drissi m'avait appelé Monsieur Science, tu sais. Comme si, parce que j'étais scientifique, comme si j'avais une assise scientifique, j'étais neutre. C'est pas vrai, Fred. Je suis tellement pas neutre, mais je suis ouvert, par exemple, à ce que thèses et antithèses qui me sont proposées puissent être débattues, parce que j'ai vraiment l'impression, je fais des RH, Fred, au CPE, je rencontre, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout ce qu'on fait. Essayer de comprendre la perception de l'autre, puis avancer un peu. Pour être capable de se côtoyer. T'sais, ça se passe dans la tête d'une seule personne, thèse, antithèse, mais ça peut aussi se passer entre 2 personnes. Et je pense, Fred, que votre projet, même si vous avez vos couleurs puis vos tendances, ce dialogue-là, c'est l'avenir, j'ai l'impression. Et pour ça, je suis extrêmement reconnaissant, Fred, d'avoir ce micro-ci. Et sur ce, je vais vous souhaiter un beau mois. Soyez sages pendant mon absence. Oui. Et on se reparle en décembre, Fred. Hey, merci, God. On le sait maintenant. Ben oui, quel beau rendez-vous. Puis là vous êtes allé complètement ailleurs avec cette chronique-là. J'ai essayé ça. Oui. On verra si ce que ça donne. Et parlant d'ailleurs, prochain segment. Ah. Ouais, il est déjà enregistré. Quand je suis revenu de l'Abitibi, j'ai arrêté à Val-d'Or. En fait, j'ai arrêté à Fred, est-ce que 15 km ça me manque tellement nos sorties. Oui, il va y en avoir d'autres, je travaille là-dessus. Je travaille très fort là-dessus. Je veux y aller. Henri Jacob, militant
depuis longtemps, de toute façon, on va l'entendre dans le segment, qui a publié un essai qui vient de sortir sur l'écocide du caribou de Val-d'Or. On a entendu beaucoup parler dans les médias. Oui. Est-ce que c'est le caribou forestier? C'est la même chose? OK, d'accord. Mais de Val-d'Or. Okay. C'est une harde ouais. spécifique à une forêt ancienne de Val-d'Or. Et là, je fais un petit mea culpa. On n'a pas tant que ça parlé de l'essai, parce qu'on a parlé tellement d'autres choses, parce que c'est vraiment un bonhomme formidable. Et là, avec le petit appareil que j'ai acheté, j'ai réussi à le suivre dans les sentiers. Puis on est allé s'installer à côté d'un marais. Dans la forêt, il y avait des mésanges qui nous tournaient autour, et il y avait des chasseurs. Puis on l'entend, là, on va entendre des coups de feu. Il y a des chasseurs qui chassent le canard. Et c'était pas pour vous intimider, là? Au début, je pensais... On tire du gun pour faire fuir sa barre. Une balle a transpercé mon chapeau. Non, c'est pas vrai. mais c'était fou. Et vous allez voir ce bonhomme formidable. Et vous allez voir, au début, ça commence bizarre parce que il était très tôt le matin. J'avais pris un café de mauvaise qualité à Malartic. Ah, ça, c'est pas drôle, ça. J'étais plus ou moins réveillé. Puis là, on a commencé à parler. On était dans l'école buissonnière, qui est un espèce de... C'est un circuit de sentier qu'ils ont construit. Et là, on marche. Là, je dis, hey, attends une minute, je vais aller chercher je vais aller m'installer tout de suite. Je pensais qu'on était dans un lieu plus loin. Fait que là, on l'entend, on marche, tout ça. Et au début, ça n'a pas commencé comme je voulais. Fait que ça va prendre 5 minutes avant que vous compreniez qu'est-ce qu'on fait exactement. Là, je vous avertis. Mais super entrevue. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode. Hey, c'était le fun d'être ici. Je me demande si on va pas faire ça plus souvent. Ben là, je me suis très ouvert, Fred, de vous Parce que là, on est assis, on est moins formel comme dans les luxueux. Puis moi, quand je suis chez nous, je pense que je suis complètement différent. Je suis un homme nouveau. Voilà. Ouais. Puis votre perruche fait pas de bruit. Pas du tout, mais j'ai mis une couverte par-dessus. Comme disent mes enfants, j'ai mis Brenda, la perruche, à off. Oui, voilà. Vous n'avez pas fait comme dans Tintin, vous n'avez pas mis un petit mouchoir de chloroforme sur son bec. Là, du tout. Hey, merci, God. Merci, Fred. On s'en va à Val-d'Or. Hey, moi, j'ai une question pour vous. Ah, oui. Le tutoiement. Oui. Est-ce qu'on va-tu se tutoyer à un moment donné? T'es-tu tanné? Je sais pas, j'y pense. Ben, je me suis dit, vu qu'on était chez nous, j'aurais pu commencer à te tutoyer. Ben, les gens ont peut-être remarqué que... Moi, j'ai remarqué. Oui. Ah oui? Il y a des fois qu'on dirait que... Ben, avec Michel, à Brec, entre autres. Oui, je sais pas trop. Hein? Écrivez-nous. Hey, dites-nous ce que vous en pensez, pour vrai. Parce que moi, je vais faire ce que les gens me disent, Fred, parce que je suis capable de... Je me suis habitué à vous voyer. Dialectique. Je vais essayer de... Allez-y. Mais c'est le fun de vous voyer. Oh, c'est drôle, c'est drôle. Moi, je trouve ça bon quand on a de la visite. Ouais. Mais tu sais, là, on est chez nous, dans mon salon, on se vous voit. J'avoue. C'est un peu bizarre. Ou pas. Dites-nous-le. Ouais. Je suis capable de fonctionner, Fred. Ouais. Hey, God, petit mot sur la campagne de financement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui hésitent encore à faire une contribution financière? Parce que ça va très bien. Excellente nouvelle. Mais, oui. Parce que je sais qu'on a des nouveaux auditeurs. Je vois dans les chiffres. Ouais. Puis là, je me dis, comment s'ils hésitent ou... Fait que là, je me dis, je vais peut-être demander à God ce qu'il en pense. C'est une maudite bonne question, Fred. Pour moi, c'est tellement évident. J'écoute la radio beaucoup, puis j'aime pas ce que j'entends. Ouais. Puis l'écoute de Sam Harris, son podcast, il faut payer pour l'écouter. Ah oui? Oui, et moi, je paye pas, parce que les gens iront voir combien ça coûte. Il donne accès aux 100 premières minutes aux 50 premières minutes de son épisode. Et quand il y a les épisodes... L'épisode à combien de temps? Ça peut être 2 heures. OK. 2 heures. Ça ressemble un peu à vous, ça change beaucoup. Et si jamais t'es cassé, puis tu veux quand même l'écouter, tu lui écris, et puis ils disent qu'ils refusent jamais. Et donc, mais tu vois, ils ont un bassin. Un instant. Oui, ils ont un bassin de millions et de millions et de millions. Sont sans doute. Ne m'écrivez pas pour me dire que vous êtes cassé. Ça m'a dit, j'ai rien de prévu pour ça. Non, puis de toute façon. Je le suis un peu parfois moi-même. Fred, il est accessible de toute façon. Si vous êtes cassé, vous l'entendez déjà. Non, mais je peux pas nier que je réfléchis éventuellement. Pas là. Mais est-ce qu'un jour, je vais franchir ce pas et ne plus rendre. Parce que ça fait partie des valeurs de la balado, de celle-ci, de la rendre gratuite. Oui, ce n'est pas l'argent qui fait la différence pour être capable de l'écouter ou pas. Sauf que des fois, je me dis, est-ce que... Parce que moi, c'est sûr que c'est très égoïste. Moi, je poursuis le rêve de ne faire que ça. Et je suis presque arrivé. Et moi, je poursuis le rêve d'attacher mon trailer derrière cet autobus-là. Oui, c'est ça. Bon. Évidemment, il faut rejoindre des gens. Plus on rejoint des gens, puis tu sais, moi, je le dis tout le temps, il n'y a pas de petite contribution. Il n'y a pas de... C'est sûr que moi, je trouve que 60$, c'est très honnête pour ce qu'on offre, mais si vous donnez moins, puis il y a des gens qui le font. J'ai reçu, la semaine dernière, un don de 43$. Excellent. Fait que c'est très... On sent que c'était calqué sur ses besoins. Ben, c'est calculé. Oui. Il y en a qui donnent 100, il y en a qui donnent 300, il y en a qui donnent 75. C'est bon.
Mais des fois, c'est sûr que je me dis, est-ce que si je rendais la balado payante, complètement payante, avec peut-être la première demi-heure gratuite, est-ce que ça aurait un impact sur les contributions? Je ne sais pas. Il y a aussi le fait de rendre disponibles les épisodes à des organisations pour qu'ils paient, dans le fond, pour qu'on parle d'eux, des organisations communautaires. Ça aussi, c'est un modèle, je pense, qui pourrait être intéressant puis qui ne fasse pas que je fais de l'infopub, mais que, et je le vois bien, que l'espace médiatique que j'ai créé, il n'existe pas dans les grands médias. Fait qu'on peut parler longtemps d'un sujet, puis il y a des organisations, il y a des qui aimeraient peut-être avoir... Fait je pense pas que ça noyerait Moi, je sais, l'ADN de Fred, ce projet-là. Comme auditeur, là, c'est pas compliqué. C'est que je me dis, qu'est-ce que je ferais si cette émission-là disparaissait? C'est ça que je me dis. Je l'écoute le samedi matin, je l'écoute toujours. Je l'écoute tout le temps, Fred. Vous dites toujours, vous avez un beau recul, vous me niaisez, mais je suis un vrai auditeur, au même titre que mon père. Quand vous avez un auteur que je vous trouve bon, moi, en entrevue avec des auteurs, puis ça me donne envie de les lire, puis vous poussez plus loin. C'est pas juste une accroche pour aller lire le livre, c'est vraiment une partie du contenu du livre. Puis ce que je fais, en fait, c'est que je vais lire le livre et ensuite je réécoute l'entrevue. Ça, c'est le fun. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ancrage pédagogique dans ma tête pour me souvenir de quelque chose. Quand j'ai pas la chance de moi-même venir en parler ici. Mais après ça, si cette balado-là disparaissait, non, il manquerait quelque chose. Donc quoi? Ça, c'est intéressant. Donc je paye, Fred. Alors cette semaine, pensez-y, les gens à la maison. Oui. Pensez-y. Si cette balado disparaissait, qu'est-ce que vous feriez? Vous sortiriez votre chéquier. Alors, bonne semaine, tout le monde. Oui, au revoir. Et on s'en va à la rencontre du caribou. Et ça a été l'école buissonnière, donc, ça a été conçu pourquoi? Ben, la première des raisons, ce qui n'était pas su, c'est que une compagnie forestière, ça, c'est une forêt qui avait à peu près 40 km² qui avait tout été attaqué. La majorité du attaqué par la tordeuse. La tordeuse, c'est ça. En 1900... pas par les compagnies. Ben, c'était ça, c'était pour éviter justement le deuxième attaque, c'était les compagnies. La compagnie forestière voulait venir ici, puis voulait tout raser ça. Parce qu'il reste, tu vas voir, je sais pas, si on marcherait, on verrait quelques grosses épinettes blanches, puis d'autres affaires qui restaient. Puis il y a du cèdre, puis tout ça. Mais les autres, ils voulaient rentrer ici, profiter que la tordeuse aille passer, puis là, ils nous ont dit, on va tout raser ça. Puis on va faire une vraie forêt avec ça. On va planter une vraie forêt. C'est ça, exactement. C'est le terme qu'ils utilisent. Même dans le cas parce qu'ils ont fait la même chose au Témiscamingue, puis là, c'était du cèdre. On va couper le cèdre, puis on va planter des vrais arbres. Ben oui. Fait qu'en fin de compte, c'est ça. Fait que nous autres, le premier affaire, c'est qu'on a dit, il faut occuper le terrain. On n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas des groupes. Fait qu'on a dit, durant 3 ans, on a construit ces sentiers-là. On a fait, c'est à peu près 6-7 km de sentiers qu'on a fait. Puis on avait mis une petite façade de même, puis ça a donné que Gilles Vigneault passait ici en ville. Comme on finissait, la façade n'était même pas montée. Jamais que personne nous a vu durant 3 ans. On rentrait un peu plus loin, des petits sentiers qu'on a tous construits en s'en revenant à Barisite. Le but était justement d'occuper le terrain, donc d'empêcher la Est-ce que les gens, ils viennent de Val-d'Or? Ah, ici, la fin de semaine, quand il fait beau comme ça, c'est plein. Assez que c'est dangereux, parce que le monde se stationne tout. Disons, il y a un stationnement plus loin, mais ils ne font pas. Faudrait mettre de l'asphalte. Un gros, hein? Regarde ce qu'il y a ici à terre, là. Là, je suis obligé je vais aller à soir me battre contre la ville. Ils ont tout transformé ça. Là, ils viennent d'installer ce genre d'affaires-là avec des affaires dans le ciment. Tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas. Mais ça, c'est un autre histoire. Mais c'est une autre histoire, puis ça ne l'est pas, parce que ça résume la problématique des pouvoirs publics d'une ville ou d'une région comme Val-d'Or et les citoyens et les activistes comme toi, les militants. C'est ça. C'est ça, c'est que nous autres, comme je te dis, le but c'était d'occuper le terrain, parce que la seule chose qu'on comprenait dans le temps, en regardant les règles qui se passaient au Québec, c'est si tu avais des infrastructures, les compagnies forestières, il faut qu'ils se tiennent à telle distance. Fait que nos sentiers étaient faits de façon à nuire à l'accès au territoire. Puis on a fait des sentiers de ski de fond, on a fait des sentiers de vélo. À mesure
on observait que l'année d'après, il était censé couper. Là, il y avait un nouveau réseau de sentiers. Puis là, ça suffisait, ça, pour les ralentir? Ben, fait que la manière qu'on les faisait, on regardait le plan, puis exemple, nos sentiers, ils faisaient des ronds, on savait à quelle distance ils devaient se tenir. Donc, on construisait en partie. Vous les avez trollés un peu. Exactement. Assez que quand... Vous les avez trollés avec des trails. Exactement. Ce qui est drôle, c'est que quand le gouvernement a officialisé les aires protégées, tu sais, nous autres, naturellement, on a proposé ce territoire-là de 40 km². Et qui sont allés voir les industries forestières, puis ils ont dit mettez-le en aire protégée, tant que Jacob est là, on n'est pas capable de rentrer sur le terrain. Mais tu vois, regarde, cette forêt-là, c'est une forêt qui était là, tout est en train de disparaître, puis c'est en train de repousser de façon naturelle. Mais les gens ont cru, tous ceux qui restaient alentour, que c'était comme une forêt exceptionnelle. Vous avez comme mis... mais ça fait juste démontrer que... Il y a moyen de changer assez simplement la perception des gens du milieu où ils vivent. Ben exactement. C'est que moi, j'ai plusieurs d'un beau-frère qui est un chasseur. Je l'ai emmené ici dans le bois il y a une vingtaine d'années. Il fait manger des oiseaux dans ses mains. Et il a vendu ses armes, tout ça, puis aujourd'hui, il observe les oiseaux. Tu sais, pas tout le monde qui vont être moi, ça, c'est punk. C'est quand même punk, ça, à Val-d'Or, de transformer un chasseur en arbre nourricier pour les oiseaux. Ouais, c'est ça. Toi, tu chasses pas? J'ai déjà chassé quand j'étais jeune, parce que moi, j'ai vécu 10 ans sur cette rivière-là, mais à peu près 3 km plus haut, sur une petite île. Donc, nous autres, on était ici, un village de Dubuisson. Puis quand on a accès, quand Madame, comment elle s'appelle, Harel, qui était ministre, puis qui a décidé à Montréal, les fusions municipales, ce qui n'a peut-être pas été su à Montréal, c'est que pour faire accepter à Montréal, ils ont demandé aux députés qui étaient ici, un peu partout au Québec, y a-t-il des places qu'on pourrait proposer des annexions? Nationaliser les coûts. Ben, en fait, le but, ici, on savait qu'il n'y aurait pas de... on sait qu'il n'y a pas eu d'économie. Il n'y en a pas eu beaucoup nulle part au Québec, des baisses de coûts. Mais ça a été l'inverse, en fait. Ça a coûté plus cher. Exactement. Fait qu'ici, nous autres, on était une toute petite municipalité. Il n'y a pas 2000 habitants dans toute la municipalité. Puis, quand ils ont fait ça, naturellement, il y a eu la commission municipale qui est venue. Tous les gens ont tout dit, on n'en veut pas de ça. Mais non. Mais il y avait juste le maire de Val-d'Or, puis le but, ils l'ont accepté. Puis depuis que c'est rendu Val-d'Or, ben c'est ça, tu sais. Là, c'est eux autres qui gèrent, puis là, ils veulent... Là, on est dans l'ancien village de Dubuisson. C'est ça. Qui était à combien de temps, à peu près? 17. Ouais, de Val-d'Or. De Val-d'Or, on est à peu près à 15 km. Fait que, en gros, c'est bravo. Bravo. La démocratie. Ouais. Là, je suis ici, moi, parce que c'est des gens de Val-d'Or. C'est le fun, parce que c'est pas la première fois que je viens. C'est des gens qui m'ont dit, il faut que tu reçoives Henri Jacob, puis il faut que tu lis son livre. Je l'ai fait. Bon, j'ai appelé les éditions Esprit Libre. Oui, c'est ça. À Saint-Camille. C'est-tu le même Saint-Camille? Dans le coin de Sherbrooke. C'est ça. J'étais allé l'année passée faire un podcast là-bas parce que c'est une communauté ultra dynamique. Donc, ton livre, c'est-tu ton premier? Oui. Bon. C'est fou. C'est leur demande. Là, faut rappeler que, sans dire que... Là, je te tutoie, je devrais te voyer, mais bon, on dirait que... Tu me tutoies parce que... T'es encore une jeunesse pour avoir écrit un premier livre? Oui, très jeune. Sur l'écocide des caribous de Val-d'Or. En fait, c'est l'écocide du territoire, mais le caribou est comme la pierre la pierre centrale du... Puis là, toi, il y a un militantisme. T'es un écologiste avant l'heure, en fait. Là, pour que les gens... J'ai commencé en 1972, mes premières actions, puis là, je peux l'en dire, parce que rendu à ce âge-là, je me ferais pas poursuivre. Mais quand j'ai commencé, j'étais le seul ici dans la région. Puis, j'ai pas commencé en pensant que j'étais un écologiste. Non. Je me promenais, parce que je restais dans le coin, je me promenais ici, puis je voyais de la machinerie forestière, puis j'allais, mettons, désajuster des moteurs. Aujourd'hui, ils appellent ça l'éco-sabotage. Oui, c'était juste, mettons, je m'amusais à les retarder, parce que je... Et là, on parle des années en 72? Il commençait en 72, c'est ça. Quand je suis né. moi, je suis né en 71. Et là, l'écologie, ça n'existe pas, là. Ça existe en tant que science, mais dans l'esprit des gens, et j'imagine ici, où la foresterie et les mines, on est dans la baie James, on est dans la modernité du Québec, c'est dur de
d'avoir une pensée écologiste à cette époque-là. Ben surtout, puis même, c'est encore, là, ça diminue un peu, mais à l'époque, on était des villes minières, puis là, le monde était fier d'être une ville minière, puis on était une ville forestière. Ça faisait partie de l'identité de la ville, de la communauté. Juste pour te dire, quand on a commencé, la première manifestation que j'ai faite... En gros, c'est bravo. Bravo la démocratie. Ouais. Je te dirais, la première action publique. C'est qu'il y avait le moulin ici qui faisait du bois, ça s'appelait la compagnie Forex. Ils sont rentrés, eux autres, il y a eu un lock-out parce que le ministère, qui était le PQ, qui venait de rentrer au pouvoir, le ministre Jolivet venait de décréter qu'il fallait qu'à cause qu'il s'apercevait qu'il commençait à manquer de bois un peu partout, qu'il fallait. Puis les concessions étaient à nord-sud. Fait qu'il disait, vous allez ramasser 50 de votre bois au nord de votre concession, puis 50 au sud. Eux autres, ils ramassaient tout le sud, donc c'était beaucoup moins cher. Fait que là, la compagnie a décidé de faire un lock-out. Puis là, il y a une grosse rencontre. Le ministre s'en vient à Val-d'Or. On était au sol de l'église Saint-Sauveur que tu vas passer juste devant. Puis là, tous les travailleurs qui sont en maudit parce qu'ils n'ont plus de job. Puis là, le ministre Jolivet arrive. Puis là, naturellement, il est hué par tout le monde. Il s'en va en avant. Puis il commence à expliquer le pourquoi. Donc, c'est le premier gouvernement du PQ? Oui, c'est ça. C'est 60 ou 77. Oui, c'est ça. Dans ces eaux-là. Puis, moi, à la fin, les gens posent des questions, des jobs. Moi, je m'envoie au micro, puis je commence à demander. J'ai dit, si vous envoyez la compagnie à faire la moitié de sa récolte au nord, c'est-tu parce qu'il manque de bois au sud? Il n'y a même pas eu le temps de répondre. Il y a eu deux bonhommes qui m'ont pris sur des bras. Ils m'ont emmené jusqu'à l'arrière des deux pieds dans les airs. Ils sont venus me débarquer. Mais t'étais tout seul? Oui. Non, mais je veux dire, dans cette façon de voir le territoire à l'époque... Il y avait des Autochtones peut-être, puis nous autres. Puis moi. Est-ce que vous aviez des liens déjà? Ou il y avait des tensions? Ben regarde, dans la... Ben, t'en parles au début. Ben, le gars qui a fait Richard Kistabich, il a fait la préface. Bon, ben lui, c'est un que j'ai connu quand j'avais peut-être 16-17 ans. Puis lui, il était grand chef ici. Puis j'allais le voir, puis moi, comme je venais de la campagne beaucoup plus loin, j'avais aucune idée des problèmes qui se passaient entre Autochtones et Blancs. Il était cool, le gars, puis je jasais avec. Puis eux autres, c'est des farceurs. Ça fait que je m'entendais bien avec eux autres. On s'écœurait. Lui, il m'appelait le visage pâle. Je l'appelais le peau rouge. Tu sais, puis ce genre d'affaire-là, tu sais. Le monde nous voyait, avait l'impression que j'étais pour recevoir un coup. Là, mais, en tout cas, c'est juste pour te dire, c'est que cette mentalité-là qu'eux autres avaient avec un autre vocabulaire, moi, je l'apprenais tranquillement. Puis, je ne pouvais pas suivre des cours à l'époque parce que ça n'existait pas, le cours d'écologie. Non, c'est ça. Ça, j'allais dire, avais-tu des influences? T'entendais-tu parler de choses qui se passaient aux États-Unis, des mouvements écologistes, des réseaux informels? Parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, évidemment, mais il y avait des journaux, il y avait des livres. En 72, c'est ça. Moi, je me suis retrouvé dans la première version de... Je sais pas si tu connais le programme Jeunesse Canada Monde. Ben oui. Ils prennent un groupe. J'ai déjà eu une peine d'amour à cause de Jeunesse Canada Monde. Me l'ont volé. Moi, l'envoyé au Honduras, ma blonde de l'époque. Ben toi, on a quelque chose en commun, excepté que c'est ma conjointe. C'est toi qui es parti. Oui, c'est ça. Puis ma conjointe d'aujourd'hui, on a un peu quelques années plus tard, on s'est revus. Mais c'est exactement. Elle apprend ça, elle travaille au poste de radio, elle apprend ça, tu devrais appliquer. Tu sais. Faut que j'applique. Ça a été assez long, mais ils finissent par 3-4 étapes. Puis là, je suis choisi. Je pars 1 an. Puis nous autres, comme c'était la première année, il n'y avait pas d'expérience. On était le projet pilote, puis ça durait 12 mois. Fait qu'on était 3 mois au Canada, 6 mois au Mexique, retour 3 mois au Canada. Fait que puis je me retrouve dans l'ouest, dans le nord d'Edmonton, d'un petit camp qui était encore pas mal plus haut qu'Edmonton. Tout le monde parlait anglais. Moi, je parlais juste français. Je savais à peine yes puis no. C'était à peu près. Puis je trouve un livre qui traînait, puis ça s'appelait Silent Spring. Ben, naturellement, c'est peut-être pas le meilleur. C'est pas le meilleur livre pour apprendre l'anglais, mais c'était le seul livre. Sauf que la lecture, c'est une bonne façon d'apprendre l'anglais. Ben, c'est exactement ça. Fait que ça m'a peut-être pris 3 mois à lire le premier chapitre. Là, est-ce que c'est un livre important? Silent Spring, c'est Rachel Carson, puis on dit de elle que c'est une biologiste. C'est la première qui a dénoncé l'utilisation du DDT et des pesticides. Ah oui. Puis elle est considérée comme la mère du mouvement écologiste en Amérique du Nord. OK. C'est une des premières. Il n'y a pas d'hasard, hein? Ben, c'est ce que... Moi, je le répète souvent, mais en vieillissant, je trouve que quand on regarde d'où on vient, qu'est-ce qui est arrivé, c'est dur
de penser que c'est juste le hasard? Ben, il y a quelque chose, parce que moi, je vais te dire, j'ai jamais appliqué sur une job. J'ai toujours. Puis j'ai passé, ben, pourquoi que j'ai été militant tout ce temps-là, malgré tout, c'est que jamais que je faisais plus que 6 mois par année d'ouvrage, puis l'autre 6 mois, je militais. Fait que quand je rentrais, quand quelqu'un m'engageait, par exemple, j'ai donné durant 10 ans des cours de conduite. Fait que ça n'avait pas trop de rapport, puis je restais dans le bois. Fait que je sortais avec un char de conduite, puis là, je lui disais, je veux être le premier, parce qu'il n'y avait pas de l'ouvrage beaucoup en hiver, fait que je disais, je veux être le premier DOF, puis le dernier appelé pour à l'école. Fait que le reste du temps, fait que le monde, à un moment donné, il s'imagine tout le temps comment il fait pour vivre. Je disais, j'étais un militant fonctionnaire. Et là, le caribou, qui est l'objet en partie du livre, mais il y a toute la chronologie aussi, les tergiversations avec les pouvoirs aussi, parce que tu t'expliques bien comment... Puis tu sais, je te trouve poli dans ton livre parce que... il y a eu des avocats qui m'ont censuré. c'est ça. Je me disais, ça se peut pas. Je ne connaissais pas encore, mais je dis, voyons, c'est... Parce que on se rend compte que les dés sont pipés depuis longtemps. Puis je me dis, pourquoi un homme de 70 continue? Je comprends en même temps, mais tu sais, on voit ce qui se passe présentement avec la fonderie Horn. T'en parles pas dans ton livre parce que toi, tu te concentres vraiment sur le caribou qui est un baromètre de l'état de son habitat. Puis c'est une... Il appelle ça une halte qui était ici depuis bien avant que les Anishinaabe arrivent sur le territoire. Puis quand tous les caribous ont monté vers le nord, parce que quand Jacques Cartier est arrivé, il y avait du caribou jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Là, ils ont monté avec la colonisation, tu sais, puis là, avec le défrichage. C'est ça. Puis le fait que tu transformais l'habitat, parce que le caribou a besoin de vieilles forêts. Sa nourriture d'hiver est juste en vieilles forêts. Le lichen, il pousse juste dans des vieilles forêts, une centaine d'années et plus. Puis il a resté un îlot ici à Val-d'Or. C'est ça, c'est que le caribou, pour une raison assez spéciale, la manière que la colonisation s'est faite, il a resté un îlot de vieilles forêts, à peu près, je te dirais 1200 km², qui comprend aussi des tourbières, qui comprend des marais, comme ici. Puis il se maintenait un troupeau d'à peu près 60 à 80 bêtes qui se maintenaient là. Puis dans la littérature, on dit que ça prend un minimum de 50 bêtes pour qu'un troupeau arrive à s'auto-régénérer. Moi, la première fois que j'ai eu connaissance, c'était en 68, l'année après l'Expo. Je travaillais dans un petit camp de colonie de vacances. Puis, comme récompense pour nous avoir donné 50$ pour passer l'été avec des chats. Puis là, il nous payait un voyage. Puis là, on est allé à l'Expo en 68. C'était fini? Il était fini. Puis il y avait... C'était des hommes. C'est ça. Il restait quelques pavillons qui fonctionnaient. Puis en m'en allant, j'aperçois un panneau jaune. C'est la première fois que je descendais à Montréal. J'avais 14, 15 ans. Il y avait un panneau jaune avec une silhouette de caribou. Moi, j'étais sûr. J'ai dit, le gars qui est du ministère des Transports, il en a fumé du bon. Là, parce que, tu sais, des caribous ici, ça se fait pas. Puis là, en revenant, je vois la seule place qu'on pouvait avoir dans le temps, à la bibliothèque. Les seuls livres qui parlaient du caribou, c'était les grands troupeaux du Nord. Fait que je me disais, tu sais, jusqu'à un moment donné, je me retrouve faire arracher des dents. Dans le temps, je ne savais même pas qu'on pouvait se faire juste plomber. Fait que je me retrouve en attente, puis il y avait un petit pamphlet sur le côté, puis là, c'était le ministère à l'époque, c'est le loisir chasse et pêche, qui disait aux gens, si tu vois un caribou, ben c'est spécial, c'est probablement la mine plus loin. Mais... Ah, ben regarde, non, c'est des chasseurs. On voit le paquet de canards au-dessus de l'horizon qui lèvent. Fait qu'ils ont tiré probablement plusieurs coups. C'est juste comme l'écho qu'on a. Mais là, j'étais où? Tu sais que 68, tu es à la bibliothèque pour savoir. C'est ça. Fini par écrire au ministère, puis il m'a envoyé un petit pamphlet me disant que, tu sais, qu'il y avait un petit troupeau ici. J'apprends comme. Mais tu n'en avais jamais vu? Non, je ne l'avais jamais vu. Puis c'est des bêtes, c'est presque des bêtes fantômes. Comparativement à ceux du Grand Nord qui sont dans des endroits décagés. Eux autres, c'est le contraire, ils sont dans des endroits là, c'est au moins aussi dense que ça. On sent que t'es proche. Moi, je pense que c'est un peu comme quand tu as une famille. À un moment donné, c'est le lien que tu as avec tes enfants. Il grandit, comme toi, tu as un enfant. T'en as deux. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, toute la relation que moi, j'ai fini par... Pourquoi que je dis que c'est un militant écologiste? Parce que j'ai commencé à comprendre que tu peux pas sauver la bête comme un peu le gouvernement a voulu faire en les mettant dans un zoo. Là. Tu sauves pas, parce que tu vas en faire... Ça, t'en parles dans le livre, les solutions qui sont loufoques, qui sont apportées, puis c'est fou, là.
des politiciens. Ben oui, ça, c'est une autre histoire. Mais pour en revenir au caribou, c'est ça, c'est que je m'apercevais que c'est pas juste la bête qui peut disparaître. Ça serait peut-être à demi-mal si ces 7, là, les 9 bêtes, ils disparaîtraient. C'est que la question, c'est que tu fais disparaître un écosystème au complet. Ben oui. C'est là qu'elle vient notre air, c'est là qu'elle vient notre nourriture, c'est toute notre base. Ben oui. Mais accepter que là, on commence à s'apercevoir avec les changements climatiques que la solution, c'est pas le char électrique, c'est pas toutes ces affaires-là. Ça peut faire partie de solutions techniques pour diminuer certaines choses, mais même c'est questionnable. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est le milieu qui, lui, va accumuler le CO2, parce que le ministère, comme le gouvernement fédéral, dit on va planter tant de millions. Il y a 2 fois plus de CO2 dans le sol que dans l'arbre d'accumuler. Puis quand tu coupes ta forêt, comme on les coupe, la coupe à blanc, même s'ils appellent ça CPRS, coupe à protection de régénération des sols, c'est des coupes totales. Ton sol se réchauffe, parce qu'un coup que c'est découvert, la neige fond de façon très rapide au printemps. Fait que tout le CO2-là. Le CO2, lui, le CO2 puis le méthane, parce qu'il y a du méthane, bien là, étant réchauffé, il monte dans l'atmosphère. Ouais. Parce qu'un arbre, tant qu'il ici en Abitibi, là, un arbre, tant qu'il n'y a pas 30 ans, il accumule pas. Ouais. C'est que tout ça, les gens ne comprennent pas que là, aujourd'hui, les scientifiques arrivent à conclure que là, les forêts, bientôt, ils seront plus un puits de carbone, ils vont être des émetteurs. Parce qu'il n'y aura plus la capacité. Puis c'est là que, dans ce sens-là, pourquoi que moi, je parlais du caribou, parce que je me dis, il faut faire comprendre ici au Québec que si tu laisses disparaître une espèce, peu importe sa population, si tu laisses disparaître une espèce sans faire les efforts que selon notre propre loi dit on doit faire d'une espèce menacée, c'est comme dire aux compagnies, on va me gagner le terrain tranquillement, puis là, à un moment donné, on va dire, ah, mais il n'y en a plus assez, ça fait qu'on y va. Tu as fondé l'Action Boréale? En fait, tu es un des fondateurs? Oui, avec Richard. Oui. À quelle année? C'était en 99, puis en 2000. Là, ça, c'est une autre étape dans ton militantisme, là, parce que avant ça, tu étais dans des regroupements citoyens, mais là, l'Action Boréale, c'est une autre vitesse. Là. Ben c'est ça. En fait, ça devait être ma retraite. Je voulais prendre ma retraite, je m'étais dit en 2000. Là, j'accroche. Puis là, Richard est arrivé, il sort son film L'erreur boréale. Moi, comme j'avais fondé le REIGE, j'ai fondé le Réseau québécois des groupes écologistes, j'ai travaillé au Réseau canadien. Je savais comment ça fonctionnait. Ça fait que moi, j'ai mis la structure en place. On a fait des règlements pour être sûr qu'on puisse pas juste se faire écœurer puis avoir un membership. Puis on est monté jusqu'à 2000 membres un peu partout au Québec. Et le nerf de la guerre aussi, c'est d'alerter aussi, que les médias en parlent, puis forcément d'avoir quelqu'un comme Richard Desjardins, ça a aidé énormément aussi. Ben en fait, il y a l'autre chose. Moi, ce que je m'étais entendu avec Richard, naturellement, c'est qu'il faut que tu sois militant aussi. Là. Tu seras pas juste notre mascotte qu'on va traîner, là, parce qu'il y a des groupes qui utilisent... Comme les apartistes. Non, mais à l'époque, des fois, je trouvais que... Nous, on partait de Montréal, là, puis on allait faire un show bénéfice pour Action Rivière, puis là, il y avait Marie-Claire Séguin, puis il y avait la fanfare pour, puis on s'en retournait à Montréal, puis c'était fini, là. Parce que notre premier show de bénéfice, on l'a fait au Medley. Oui, ben j'étais là. Fait que quand tu dis que vous en allez à Montréal, vous êtes resté à Montréal, mais... C'est vous autres qui venez à Montréal. C'est nous autres qui étaient allés à Montréal puis on a fait ce qui nous a permis... C'est toujours ça, à Montréal, on finance toutes les affaires des régions, vous le savez, ça. Mais nous autres, c'est comme, tu sais, comme ils disent, on se fait dire que maintenant, depuis que M. Landry a passé au gouvernement du Québec, il a fait des régions comme nous autres, des régions qu'il appelle des régions ressources. Ah oui. En fait, est-ce que ça choque les gens ici? Les gens qui travaillent des mines, là... Puis ils font de l'argent, là, tu sais. On sait toute la problématique des jeunes. Moi, j'ai déjà parlé à des profs, tu sais, qui trouvent que c'est dur de garder les gars à l'école parce que les autres, aussitôt qu'ils sont capables, ils s'en vont travailler dans les mines, puis ils font tout de suite bien de l'argent. Puis c'est 85 000 en commençant. C'est ça. Non, c'est ça. Ça le dérange pas, eux autres, une région ressource, mais ça doit être une appellation qui gosse un peu. Le pire, c'est que puis les gens, ce qui ne voient pas de Montréal, tu dis, OK, tu as des gens qui vont faire peut-être en entour de 100 000, mais tous nos mécaniciens, les bons mécaniciens, tous les électriciens, tous les pompiers, on va tous travailler dans les mines. Fait que le prix des mineurs a fait en sorte que maintenant, si je vais au garage, ça me coûte plus cher. Mais c'est ça. Puis j'ai pas le service que j'avais parce que le jeune, j'ai donné une anecdote, j'ai fait installer des fils pour mettre un trailer en arrière. Moi, j'en ai déjà installé, puis il m'a couché en dessous du pick-up, puis ça m'a pris 10 minutes. Lui, ça, il a pris 1h15 avec un lift. Le jeune, c'est normal, il a regardé les diagrammes qu'il y a, puis fait qu'il a tout démanché en arrière, il a démanché les lumières après pour aller essayer de connecter ses films, après ça...
Mais c'est un bon exemple, Henri Jacob, de... Tu sais, on pense que le gouvernement vend, faut être accommodant avec les minières parce qu'il y a des redevances. Mais il y a un coût social, le logement aussi, ça met une pression sur la disponibilité des habitations et sur le prix. C'est exactement. Puis c'est ça, je te dis, c'est que, mettons, c'est que ça, on parle, comme, mettons, Noranda, on dit il y a 600 jobs. Ouais. Mais hey, tu as 35 000 personnes qui vivent alentour. Les autres, là, le coût de vie augmente. C'est ça. Puis, et ils profitent pas des retombées. C'est pour ça que ça nous amène à que moi, ce que je dis, tu sais, toute la problématique, que ce soit le caribou, que ce soit justement le problème social, arrive tout à la même chose. Le problème vient du fait, c'est pas même le changement climatique. Le problème, c'est qu'on consomme beaucoup plus que ce que la planète est capable de produire sur toutes les... Donner juste l'exemple des mines d'or. Et puis ça, c'est sorti dans les audiences publiques. On fait sortir les chiffres. Il y a 10 aujourd'hui, il y a 10 de l'or qu'on sort du sous-sol qui sert à faire des produits comme à l'intérieur de ça. Non, mais c'est ça, mais c'est des produits qu'on dit utiles. Puis on n'est pas contre qu'on utilise ça. Mais il y a 90 qui sert à faire soit des bijoux ou des lingots qu'on sort du sol ici, puis on les amène dans une voûte à Fort-Knox, parce que le Canada n'a plus de réserve d'or. Aucune. Fait que tu les amènes ça ailleurs ou en Chine ou ailleurs. Puis tu les remets dans le sol, puis ils te coûtent des millions. Puis ça te coûte des millions pour les garder. Nous autres, on dit, regarde, si on serait intelligent ici, mettons, au Québec, on dit, OK, on découvre une mine d'or, mais on n'a pas besoin. On va le laisser là, il n'y a pas personne qui va nous la voler. Puis quand on va en avoir besoin, nos enfants, nos petits-enfants vont en avoir besoin. On va avoir pourquoi on fait pas ça? Puis là, je te sais que c'est naïf, là, mais tu sais, c'est pas nouveau, là. Non, c'est... L'extraction minière, là, on a une expertise, ça fait partie du Québec depuis tellement longtemps. Pourquoi j'ai l'impression qu'on a la même approche qu'en 1848? Ce qui est encore assez étonnant ici au Québec, c'est qu'on possède probablement 80% du territoire qui est public. Oui. Mais dans la réalité, les seuls qui en jouissent, les mines. En Abitibi, ici, la partie que tu as faite, 40% du territoire est clémé. Clémé, ça veut dire qu'il y a des jalonnements miniers. Oui. 40% de ce territoire-là, tu peux pas faire... Il est protégé pour les mines. Oui. Mais nous autres, on peut pas... Comme ici, on est présentement sur un terrain clémé. Fait que s'il trouve qu'il y a de l'allure, c'est fini. Ben, tu as passé à Malartic. Oui. Ils ont déplacé 200 maisons, puis des écoles, puis tout ce que tu veux, pour aller creuser d'un trou pour de l'or qu'on n'a pas besoin. Puis, comme je dis toujours, la journée que les minières sont capables d'opérer avec 10 hommes au lieu de 600 hommes, ils vont le faire tout de suite. Oui, c'est clair. Puis à un moment donné, ça va être même plus d'hommes. Puis il y a des mines, comme, mettons, à la Ronde, qui sont rendues à 2,5 km de profond. Puis c'est ça qui va arriver, parce qu'à rendu à cette profondeur-là, les gars, il faut qu'ils prennent des briques à toutes les 3 quarts d'heure, parce que à cause de la pression. Fait que ça va être des robots, puis les gars vont être un peu comme on fait la guerre. As-tu l'impression... Là, je sais que les gens, ils vont nous écouter et ils vont dire, mon Dieu, c'est bien déprimant. Il n'y a pas de... Non, mais tu sais, la fonderie Horn, j'ai l'impression, parce que là, moi, j'ai passé 3 jours à Rouen. Là, je suis sur mon retour à Montréal pour te parler. Mais j'ai senti un changement dans la population, la façon qu'ils en parlent. Parce qu'avant, il y avait une espèce de... Je le sais que c'est pas l'idéal, les minières, mais on en a besoin. Puis, ils nous payent les affaires. Puis, c'est sûr que moi, je viens souvent en Abitibi dans un contexte culturel. Je viens dans des festivals. Puis, les minières sont très importantes. Bon, mais là, je sens une colère, en fait. Ouais. Une indignation que je sentais moins avant. Ouais, puis oui, t'as raison. Mais en même temps, ils ont décidé d'élire un lobbyiste des minières. C'est ça, c'était... Mais je dis, ils ont décidé. Il y a tout le jeu électoral qui des fois, est distordu. Mais on a de la misère à comprendre, des fois, de... Ben, c'est nous autres aussi. Dans le cas de Rouen, ça a été vraiment encore... J'aurais été... on ne savait pas si Émilie pourrait réêtre élue, parce que c'était, peu importe le parti, c'était une maudite bonne députée. Là, partait de Rouen, elle venait ici, elle allait à la serre partout, pendant que notre ministre... C'est des gros territoires, hein? C'est des grosses circonscriptions. C'est même pas son territoire, c'est le territoire du ministre des Forêts, puis elle venait ici, tu sais, parce que lui, on le voyait, il était t'en parles dans ton livre. C'était un ministre invisible, tu sais, puis c'était... Puis j'ai pas d'avocat, fais attention. Non. Mais là, donc... Mais... Ça a changé, puis en même temps, non. Ben, en fait, ce qui a changé, puis ce que je trouve intéressant, c'est peut-être la génération de tes enfants puis de mes petits-enfants, qui, pour une raison, eux autres, ils sont, contrairement à nous autres, eux autres sont nés dans le problème qu'on reconnaît en grande partie un peu partout, la question du changement climatique, la perte de biodiversité, ils vivent ça. Mais la question, ce que je me dis souvent, c'est ça. Moi, j'ai survécu
parce que toute ma vie, c'était... Tu dis que les lézards n'existaient pas, mais c'est des choses qui n'étaient pas planifiées. Ouais. Je me suis retrouvé au Guatemala en 67, tremblement de terre, 22 000 morts. Ouais. Puis là, tu vois, en l'espace, ça a duré 45 secondes. 45 secondes après, c'était en pleine nuit. Ouais. Tout le monde, là, on était dans un petit village, on était probablement les seuls, il n'y avait même pas d'auto. Tout le monde sort, là, les voyageurs sur le pouce. Ouais. Là, tout le monde se parle. Tout le monde t'a rendu, puis durant 2-3 jours, tout le monde se parle. Ça nous prendrait une catastrophe, peut-être? Pour... mais moi, j'en suis là. Pour que les gens allument, là, qu'il va falloir changer radicalement les choses. C'est pas vrai que le capitalisme va s'adapter au changement climatique. Là. Ah non, puis... Tu sais, le discours de François Legault, qu'il y a des belles occasions d'affaires dans la transition verte, moi, j'y crois pas du tout. Là. Même, je vais te donner une critique sur au sujet de même le mouvement environnemental au Québec. Moi, en 83, la première fois que on avait fondé le Réseau québécois, puis on m'avait demandé d'écrire un petit texte, puis j'avais intitulé ça « L'écologiste des villes et l'écologiste des champs ». Ah ouais. Puis là, je m'apercevais que la vision, puis c'est normal, ton monde influence ta vision. Oui. Exemple, je te donne l'exemple du char électrique. Tu es en ville, le char électrique, c'est une maudite belle solution. Ouais. Tu arrives en Abitibi, tu dis, oui, mais la mine de lithium, là, ils vont débâtir une affaire. Puis l'énergie verte de Baie-James, tout le monde dit, tu sais, nous, on est chanceux. Mais va à Baie-James, puis regarde les territoires qui ont été inondés. Tu sais, la perspective n'est pas pareille, la vision n'est pas pareille. Puis moi, la vision, quand je dis au monde, mettons ici, s'il faudrait fermer un moulin, je suis conscient que ça veut dire que je vais créer un asti de problème social avec tout le monde. Puis la différence est là. Puis l'autre chose, c'est que nous autres, ici, ce qu'on dit dans les petits groupes, puis dans toutes les régions, c'est comme ça. Quand que le gouvernement a dit qu'on a atteint 17 d'aires protégées, tous les gros groupes, Montréal, Québec, Nature Québec, SNAP, puis ce monde-là, ont tout applaudi, on vient d'atteindre 17 Bien, 99,2 était au nord du 50e parallèle. Il a scrappé tout ce qui était des consensus de 10 ans de travail d'un coup sec. Fait que nous autres, on dit au groupe, ouais, mais tu sais, puis là, t'apprends, c'est parce que les autres, ils reçoivent des fonds, puis il faut qu'il y ait des discours positifs pour le monde. Pour que les bailleurs de fonds leur donnent des fonds. OK. Nous autres, on n'a pas... C'est une business. Il y a une partie de ça, malheureusement, qui s'est insérée dans la grande roue du capitalisme. Regarde, va voir Équiterre, va voir Snap, va voir Nature... Greenpeace, un peu moins. Elle est un peu différente parce que Greenpeace, il fabrique des ministres. Il en fabrique aussi un peu partout. Ça vient. Même, il y a déjà eu des députés qui sont passés par des groupes environnementaux. Mais ce que je te dis, c'est que va voir la structure. Il y a une structure qui est semblable à la nôtre, excepté que le conseil d'administration, les gens se réunissent une fois pour écouter ce que leur campaigner, leur directeur leur raconte. Et les réunions se font, j'imagine, dans les villes. Ben oui, mais moi, j'ai toujours dit, moi, la journée que je vais être juste un administrateur, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Fait que c'est nous autres c'est moi qui réponds au téléphone, c'est moi qui écris les communiqués. Tu sais, on est impliqués, puis c'est nous autres les responsables légaux, donc c'est à nous autres à prendre aussi les décisions. Puis à chaque année, on s'en va devant nos vrais membres. Puis nos vrais membres peuvent nous crisser dehors à chaque année s'ils veulent. Puis ils nous suggèrent des actions. Puis dans la mesure du possible, après ça, c'est nous autres, en administrateur, qu'on essaye de répondre si ça va dans la même direction. Mais à la base, moi, je suis d'avis qu'il faut vraiment varger dans ce monde-là. Il faut arrêter de s'imaginer. Parce qu'ils ont la même mentalité que dans le temps du Duplessis. C'est encore, regarde, il n'aurait pas créé de la richesse. Quand tu te fais dire créer de la richesse, non, ça ne crée pas de la richesse. C'est que tu exploites une richesse et tu la mets dans les mains d'un petit groupe. Puis parce qu'ici, en Abitibi, il y a tellement sorti d'or qu'on serait tous millionnaires si on avait eu même juste la moitié des redevances que les compagnies ont faites. Fait que, tu sais... Ils n'en ont pas versé tant que ça. Ils n'en versent pas. Les compagnies forestières sont, depuis que je lis dans les rapports soit du vérificateur général, on est déficitaire avec nos forêts tout le temps. Puis là, on a des astis de problèmes. Tu as vu dans enquête, le nombre de kilomètres de chemin, 1,5 million de kilomètres de chemins forestiers pas entretenus. Puis en plus, notre gouvernement utilise maintenant, on appelle ça des chemins multiressources. Pourquoi? On paye des chemins parce que ça nous permet, nous autres, en tant que société, de payer à des compagnies forestières
pour l'exploitation, parce que tous les chemins forestiers c'est pour l'exploitation. Ben oui, ils sont payés par des fonds publics. Dans le fond, en grande partie, on aide les entreprises à atteindre la ressource. C'est ça. Fait que, puis là, puis comme on fait partie du libre-échange, tu peux pas subventionner théoriquement les compagnies. Non. Fait que là, tu changes le chemin au nom d'être un chemin forestier. Pour la compagnie, tu fais un chemin multiressources. Puis ce que je trouve, c'est que quand on parlait tantôt, j'en reviens, naturellement, je fais du coq à l'âne. Non, c'est correct. Mais quand on parlait les générations, les jeunes générations, puis je pense que c'est ça. Parce que c'est la dernière chance, de toute façon. Puis c'est nos petits-enfants, dans ton cas, c'était tes enfants, qui vont faire partie de la génération qui, elle, va vraiment... Parce que là, on a commencé à... le subir ou le changer. Ben moi, d'après moi, ils vont avoir... Les gouvernements vont avoir de la misère. Parce que même notre système, on sait que notre système démocratique ne fonctionne plus. Puis la preuve que ça ne fonctionne plus, c'est pas juste la question du système. C'est que tu regardes qui s'en va. À cette heure, tu es rendu que n'importe quel cave, n'importe quel bandit peut se présenter. Regarde les Poilievre, tu sais, il sait, c'est un gars assez intelligent pour comprendre ce que c'est qu'il est en train de faire là. Il se calisse du résultat final que la communauté. Regarde, le gars, il vient ici, regarde encore, je fais du coq à l'âne. Il vient à Rouen juste avant les élections, puis il dit au monde à Rouen, il dit, c'est à vous autres de décider. Oui. Déménager, si vous n'avez pas ça. Ben c'est ça. Il dit au monde, en plus, que c'est que ça fait? Moi, j'ai posé la question, mais OK, si c'était nous autres, c'est-tu à nous autres qu'ils pourraient décider où vont être les aires protégées, où vont être, c'est ce qu'on veut? Non, là, c'est pas pareil. Mais là, tu mets cette population-là, tu la divises en deux, il y a 35 000 personnes, tu as 600 travailleurs, puis là, tu as toute la chambre de commerce, tu as la ville qui... On ne peut pas fermer la mine, on ne peut pas faire... À date, depuis 1926, ça tue le monde, ça tue l'environnement alentour. Ah non, il y a 600 personnes qui ont des gros salaires, il ne faut pas arrêter ça, tu sais. Avant, quand ça s'est fondé, c'était peut-être logique, ça faisait vivre la population, il y avait juste ça. Mais Rouen, là, c'est pas la mine qui fait vivre tout ce qui se passe. Oui, il rapporte de quoi comme taxe municipale, mais le reste, si on ferait la balance de ce que ça rapporte, puis les dépenses que ça occasionne quand le monde sont malades, puis tout ça, il n'y en a plus d'avantage à garder ce genre de shop-là. C'est un incinérateur à déchets. Il y en a juste 3 comme ça sur la planète. Hein, il doit avoir de raison. Oui. Puis les deux autres sont dans les dictatures. Il y a juste le Québec... Tirez vos propres conclusions! Fait que la démocratie, mettons qu'on peut dire que c'est un beau mot, là, mais tu sais, pas sûr qu'on comprend tout ce que c'est que ça veut dire, la signification du mot. Mais merci. Moi, je veux que les gens... lisent le livre. On n'en a pas parlé tant que ça, mais le parcours est tellement riche. Donc, Chronique d'un écocide, l'effacement des caribous de Val-d'Or, aux éditions L'Esprit Libre. Merci, super rencontre. Je te remercie, c'est moi qui te remercie. J'étais venu pour le festival de cinéma, mais je ne pouvais pas passer par ici, c'est ce qu'on m'a dit. À Rouen. Faut que tu parles. Merci, Henri Jacob. C'est moi qui te remercie, Fred. C'était bien le fun. Alors voilà ce qui conclut ce 6e épisode de la balado. 2e épisode cette semaine, rien de moins. Ça a été une semaine productive. Je remercie évidemment nos 2 invités, particulièrement Henri Jacob, qui m'a gentiment entendu sur le bord de la 117 pour m'amener dans son bois, dans son environnement. Et je vous invite à lire son essai Chronique d'un écocide, l'effacement des caribous de Val-d'Or. C'est aux éditions L'Esprit Libre. Et c'est intéressant parce que moi, c'est drôle, quand j'entendais parler du caribou de Val-d'Or, j'avais l'impression que c'était très spécifique à Val-d'Or, évidemment, cette région-là. Ça l'est, puis ça ne l'est pas. Parce que le mécanisme derrière ça, des grandes entreprises, de la complicité des politiques, ça s'applique à tous les écosystèmes. Et si on ne fait pas attention, ce qui est le cas, ça va arriver un peu partout sur le territoire du Québec. Puis d'avoir la parole de quelqu'un comme Henri Jacob avec ce parcours-là, vraiment très heureux de l'avoir rencontré et d'avoir pu marcher avec lui dans ses sentiers. Merci à God, qu'on retrouve chaque mois. Je pense que c'est très cool cette saison, là, parce que l'an dernier, on avait vraiment la difficulté à trouver un rendez-vous. Alors, merci God, et surtout d'avoir pu enregistrer
chez toi. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Moi, j'étais un gros... j'aime beaucoup acheter des vinyles usagés. J'aime beaucoup me promener dans les marchés aux puces, quand je suis capable d'avoir accès à des gens qui ont des collections, qui ont des trucs à vendre. Bon, je suis pas un grand collectionneur, là, c'est-à-dire que je cherche pas des pièces rares nécessairement, mais je cherche des beaux morceaux, des albums que je... Par exemple, cette semaine, j'ai réussi à trouver à l'Oblique, parce que Luc reçoit des arrivages de vinyles usagés. Le premier, Elvis Costello, que je cherche depuis très longtemps, que je vois jamais usagé. Je n'achèterai pas la réédition d'un album comme ça, mais d'avoir la première copie, même si c'est les canadiennes. Les copies canadiennes, absolument, sont assez cheap, un peu comme les fruits et légumes. Hein? On sait que le Canada et le Québec sont un peu le dépotoir la qualité des fruits et légumes sur le marché mondial. Ici, on accepte pas mal n'importe quoi sur nos étals. Il paraît que le vinyle, c'est un peu ça. Et les copies canadiennes ne sont pas d'aussi bonne qualité. Et tout ça pour dire que je suis allé à Rouen, donc pour le festival de cinéma, et je suis allé dans une boutique de jeux de société avec un coin vinyle. Et là, le vendeur, je le salue, c'est Sylvain, je ne sais pas s'il nous écoute, il m'a confié que, dans le fond, c'était pas mal lui. Et une autre personne que vous connaissez sûrement parce qu'il qui a déjà participé à la balado, Félix Bédéfossé, sont un peu les deux pushers de vinyle de l'Abitibi. Et ils m'ont invité à aller chez lui. Et là, je suis tombé sur toute une talle de vinyle. J'en ai acheté, je pense, 36 à très, très, très bon prix, dont un album de Cyril Lepage. Et là, je parle peut-être aux fans de Plume la Traverse, puis c'est pas un hasard si je vous en parle, parce que pendant que j'étais en Abitibi, Plume la Traverse faisait la grande salle de la Place des Arts, le Théâtre Maisonneuve. Je devais y aller il y a 2 ans. Le spectacle a été annulé à cause de la pandémie. Et là, j'ai pas pu trouver de billets cette année. Et de toute façon, j'étais en Abitibi, fait que j'aurais même pas pu y aller. Sauf que, vous savez que je reçois souvent des messages de vous, chers auditeurs, auditrices. C'est toujours des messages souvent assez longs, très précis, où vous m'expliquez ce que vous aimez moins, mais c'est toujours des moments bien le fun quand je reçois ces courriels-là. Parce que je mesure la qualité de l'auditoire de la balado, parce que les gens comprennent exactement ma démarche, et des fois, ils la comprennent mieux que moi. Puis des fois, j'ai juste des témoignages, genre « Merci pour telle personne que tu as invitée, je suis allé acheter son livre, ou j'ai offert son livre à mes parents, ou à mon chum, ou à ma blonde. » Bon, et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis je ne l'ai pas averti, mais je ne vais pas la nommer. Mais c'est quelqu'un qui me dit qu'elle est abonnée de la première heure, elle est discrète, et me remercie de l'avoir initiée à Plume la Traverse. Et c'est un épisode qu'on avait fait avec Simon Jaudoin, je pense, c'est à la saison 2, si ma mémoire est bonne. Et elle a acheté un billet pour la salle Maisonneuve, 2e rangée. Et elle me dit merci car c'est grâce à la curiosité attisée par toi. Et j'ai passé une soirée qui m'a marqué pour longtemps, à l'écouter, à le regarder attentivement, totalement bouleversé par l'expérience. Quand je reçois des messages comme ça me touche vraiment beaucoup parce que tu te dis, OK, moi, j'ai juste partagé ce que j'aime, dans le fond, depuis longtemps, puis que je trouve ça devrait être su, la qualité du travail de Plume la Traverse. Et là, on a quelqu'un qui ne connaissait peut-être de surface avec les grandes chansons souvent à boire, là, qu'on entend, Quel calvaire, puis Rideau, puis... bon. Et là, cette personne-là va jusqu'à acheter un billet, aller la 2e rangée à la Place des Arts pour voir un homme qui est, j'allais dire à l'automne, même à l'hiver de sa vie. Et c'est peut-être une des dernières chances qu'on va pouvoir le voir, assurément, puisque c'était la première fois qu'il faisait la Place des Arts. C'est la seule chance qu'on aura sûrement de l'avoir vu à la salle Maisonneuve. Et donc, Cyril Lepage est un compositeur peu connu qui a pas mal disparu. J'ai fait une petite recherche Facebook et je crois qu'il est aujourd'hui astrologue. J'ai pas osé lui écrire, mais c'est pas quelqu'un, je crois, qui a eu une grande carrière sur le plan des albums. C'est un album qui est sorti, mon Dieu, j'ai même pas regardé, mais ça doit être au début des années 70. L'album s'appelle Joseph Ernest Cyril, fils d'Ernest à Cyril à Joseph. Alors, c'est sur étiquette Le Diable musicien. Il n'y a pas l'année sur la publication. Et sur cet album-là, il y a la fameuse chanson Marie-Lou. Chanson que je découvre, si ma mémoire est bonne, au début du secondaire sur l'album D'un début à l'autre, qui est un album avec la face A des grands succès de Plume, puis la face B des nouvelles chansons. Un album qui est sorti en 87, donc j'étais en secondaire 3.
Donc, je découvre Marie-Lou. Au début, j'ai l'impression que c'est une composition de plumes. Puis là, je suis comme, ah mon Dieu, OK, il y a cette facette-là, ce côté nostalgique. Puis une chanson, c'est vraiment une belle chanson parce que ça me rappelle mon enfance à moi. Mon grand-père faisait la même chose que le grand-père de Marie-Lou, c'est-à-dire qu'il enroulait des pièces de monnaie dans un sac en plastique avec 2 gros nœuds solides et il cachait ça dans la maison, dans l'appartement. Puis là, quand on rentrait, on arrivait, puis là, tout de suite, on cherchait. Et il insistait pour qu'on... Vous allez voir, là, quand vous allez entendre la chanson, c'est pareil. Et ça, évidemment, ça m'avait beaucoup touché. Et aussi, chose assez rare, la description subtile d'un amour impossible, c'est-à-dire d'un petit garçon pour sa cousine. Évidemment, amour interdit. Cela dit, au Québec, il y en a beaucoup qui ont dépassé la barrière. J'ai des exemples d'amis qui ont des cousins germains qui se sont mariés, mais bon, passons. Donc, très heureux d'avoir trouvé cet album-là de Cyril Lepage. Vous allez voir, il y a des chœurs. En fait, il y a un back vocal. Je sais pas en français, back vocal, c'est quoi? Moi, je me rappelle plus. C'est drôle. Chant d'appoint, voix en sous-impression. Bon, c'est Élise Boucher, que je ne connais pas non plus. Peut-être qu'elle a travaillé sur d'autres albums. Mais vous allez voir, ça ramène à cette époque des années 70, fin 60, début 70. Mais c'est très beau, en fait, le contrepoint que ça fait. Alors, je voulais le souligner. Et c'est la beauté d'aller partout au Québec puis d'aller fouiller dans les boîtes de vinyle. C'est qu'on trouve des trucs qu'on a... J'ai jamais vu cet album-là nulle part ailleurs. Je pense pas que j'aurais pu le trouver, ou en tout cas, difficilement à Montréal. Donc, j'étais tout content de tomber sur la version originale de Marie-Lou. Écoutez-la jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise. Tu sais, Cyril Lepage, là, on s'entend, c'est assez artisanal comme chansonnier. Vous allez voir là, dans le rendu, mais il y a quelque chose de touchant là-dedans et ça reste... Mais si on gratte, on retrouve une maudite belle chanson. Puis Plume, ben, il a fait le même constat puis il en a fait une reprise. Alors voilà, on se quitte là-dessus. Marie-Lou de Cyril Lepage. Écoutez-la, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Bonne semaine tout le monde. Assis près de ma fenêtre, donnant sur la cour, je suis seul et c'est la fête de mon premier jour. Aujourd'hui j'ai l'habitude, après tant d'années, car pour moi la solitude, c'est vivre au passé. J'ai mémoire d'une tante qui venait chez nous m'offrir des sucres de menthe avec Marie-Lou. Marie-Lou, c'est la cousine que je préférais. C'était mon cadeau intime, rubané de soie. Il y avait l'oncle Diogène qui faisait de nœuds au bout d'un mouchoir de Seine en me clignant des yeux. J'avais le geste rapide, mais mon oncle aussi questionnait d'un œil avide. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Alors je croquais mes menthes en comptant mes sous, pendant que l'oncle et la tante cherchaient Marie-Lou. Marie-Lou collait sa bouche contre les carreaux, sur des nuages de souffle m'écrivait des mots qu'ici je résume, puisqu'image vaut 10 000 petits cœurs de brume au châssis d'en haut. Assis près de la fenêtre, donnant sur la cour, je suis seul et c'est la fête de mon premier jour.
t'offre mon cadeau intime, devenu chanson